Donc dans cette formation, on va aborder... Ah, j'ai quelqu'un qui me dit pas de vidéo. C'est OK pour les autres? Juste, je fais un petit passage sur les questions en fait pour vérifier que tout le monde est bon. OK. Bah, essayez de vous déconnecter, reconnecter. Après eux, ça a l'air d'être OK chez tout le monde, donc OK. On va continuer. Donc sur cette formation sur les fonctions volumiques avancées. Dans cette formation, on va aborder tout ce qui est fonction en fait un peu méconnu, on va dire, de SolidWorks. On va commencer déjà par refaire un petit point sur quelques bases en fait en ce qui concerne les erreurs qu'on peut rencontrer sur les surfaces. Est-ce que c'est pas lié à la qualité de l'image ou est-ce que c'est vraiment la fonction qu'on a réalisée qui ne fonctionne pas? Je vais refaire un petit point aussi sur les types de continuité parce que c'est une question qui revient enfin, assez souvent en fait entre les continuités en tangence, courbure, etc., etc. Tout le monde voit bien la page du sommaire, hein. Juste parce que j'ai des questions qui me disent, enfin des commentaires qui me disent qu'on est encore sur la page de titre. Normalement, on a dû passer sur la page du sommaire. Si vous pouvez juste me le confirmer. Ok, d'accord, nickel. Donc ensuite, au niveau des fonctions qu'on va aborder, alors on va aborder dans un premier temps trois fonctions en fait. Qui sont plutôt utiles, quel que soit le domaine dans lequel on est. Je parle de la fonction combinée, enroulement et flexion, qui sont relativement utiles en fait, peu importe le domaine. Et on terminera par deux autres fonctions qui sont un peu plus enfin qui sont plus liées en fait à des domaines où on va toucher un peu au design, aux formes vraiment un peu complexes qu'on peut pas toujours obtenir avec des fonctions plus classiques que sont par exemple le balayage et le lissage, qui sont la fonction déformée et la fonction forme libre. Et je terminerai par juste un petit point en fait concernant le matériel informatique, j'entends, hein, qui vont être plutôt conseillés pour ce type d'utilisation de SolidWorks, c'est-à-dire en fait pas forcément des assemblages très complexes, mais des pièces en fait avec des formes complexes, beaucoup de fonctions, etc., etc. Et on finira bien sûr par les questions. Alors, première chose à faire en fait quand on travaille un peu sur des fonctions avancées qui vont créer des formes géométriques très complexes, donc avec beaucoup de courbes, beaucoup de tangences, des détails qui vont être importants, c'est ce qui est la qualité graphique. Parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de savoir si notre surface qu'on a réalisée, enfin notre pièce est propre, ou si la fonction en fait donne un résultat qui est totalement incorrect. Donc la qualité graphique, pour rappel, elle se situe dans les options de SolidWorks, dans l'onglet propriété du document. C'est la petite réglette en fait qu'on a actuellement à l'écran. Ce qui va être important de base en fait avec un modèle standard de SolidWorks quand vous installez le logiciel, elle est réglée à peu près à la valeur en fait où elle est là sur ma capture. Ce qui va être important en fait, ça va être de passer sur la droite en fait de la petite réglette, sans pour autant aller dans la zone rouge, parce que la zone rouge en fait, elle est relativement en fait, on a un gros saut en fait entre la zone blanche et la zone rouge en termes de performance, où ça va vraiment grandement en fait augmenter la qualité, mais ça va nous permettre en fait de savoir si on a fait quelque chose qui est correct ou non. Je vais continuer avec deux petits exemples. Alors j'ai quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de vidéo. Vous me confirmez que tous les autres ont de la vidéo? Je refais juste un point, je suis les questions en même temps. Enfin, je sais pas si ça a marché pour l'autre personne. Ok. Bah a priori tout le monde en fait a de la vidéo, donc pareil en fait que l'autre personne. Essayez de vous déconnecter, reconnecter. Donc je reprends. Donc ici on a deux captures d'écran où on voit en fait la différence entre une qualité en fait qui était réglée sur la gauche en fait de la réglette, donc au tout début, où on voit en fait qu'on a en gros des cercles mais extrêmement facettisés. On a des surfaces en fait qui sont relativement
pas propre, en fait on a l'impression qu'elle est complètement gondolée, complètement bosselée, et une capture où on a mis la qualité au maximum. Donc on voit en fait que à ce niveau-là, c'est clairement, si on a des erreurs, en fait c'est pas que notre surface est pas propre, c'est clairement en fait que sur cette pièce en l'occurrence, on avait un très grand volume, c'était un diamètre je crois 200 ou quelque chose comme ça sur une longueur de pareil 200, c'est à peu près un cylindre en fait 200 par 200, et les petits congés qu'on voit là en fait c'était des diamètres, je crois c'était moins d'1 millimètre. Donc clairement en fait le logiciel lui ce qu'il fait pour afficher à l'écran, c'est qu'il va faire une moyenne en fait, il va regarder la taille en fait de la pièce globale, et il va en fonction de là où on a positionné la réglette afficher plus ou moins de facettes. Donc très clairement si on a quelque chose en fait, une pièce très grande et qu'on a des tout petits détails, on va être obligé de régler la qualité sur le maximum pour avoir quelque chose de viable à l'écran. Donc là, on peut voir que notre surface est propre. La fonction qu'on a réalisée en fait donne un résultat satisfaisant. Autre exemple de surface en fait où là par contre ça va clairement être la fonction qu'on a réalisée qui donne quelque chose de pas du tout correct. Ça va être donc sur la capture qui est en haut à droite, on voit en fait que la surface est gondolée. Alors dans ce cas-là, j'ai pas remis la pièce, mais quand on augmentait la qualité graphique, on voyait très clairement qu'on avait toujours ce phénomène en fait de boss où on a une surface qui est vraiment très moche en fait à regarder. Donc on a clairement une fonction qui n'est pas satisfaisante. Là, c'est lié aux paramètres de la fonction plus qu'à la qualité graphique. Second type de surface en erreur, où on sait en fait que la fonction génère quelque chose d'incorrect, ça peut arriver de temps en temps. Là en l'occurrence c'était sur un corps importé, donc c'était pas une fonction, c'était plutôt l'import qui avait planté. C'est sur mon petit logo en fait BMW, on voit qu'il y a une face du M qui est en transparente. Je pense que vous avez probablement tous déjà vu ce type de face où on a l'impression qu'il y a une face, quand on passe la souris par-dessus, en fait, elle se met en surbrillance, mais elle ne s'affiche pas. Ça veut dire que c'est la face qui est en erreur, donc ça peut être suite à une tangence qui a planté. Je reviendrai un peu là-dessus dans un exemple un peu plus loin. Ça peut être lié à un import, comme c'est le cas ici, qui donne un résultat incorrect. Et très souvent, quand on a ce type de face, si on essaye de faire, par exemple, un enlèvement de matière à travers le corps, on va avoir un message qui dit ah bah non, j'ai pas pu réussir à faire l'enlèvement de matière, l'enlèvement de matière ne croise pas le corps. C'est typiquement en fait le type de message qu'on peut avoir régulièrement quand on a ça. C'est tout simplement parce que le corps en fait est en erreur, il pense que c'est un corps volumique, mais il lui manque une face parce qu'elle n'est pas correcte. Du coup en fait il considère ça comme du surfacique. Et un enlèvement de matière dans un corps surfacique, ça ne marche pas. Alors il y a quelques personnes en fait qui n'ont pas de connexion vidéo. Honnêtement, je saurais pas vous dire à quoi c'est lié. Peut-être un problème de débit ou autre, mais ça fonctionne en fait pour 90% des personnes. Il y a que quelques personnes en fait a priori qui n'ont pas de vidéo. Je suis désolé. De toute façon, la vidéo sera disponible sur le guide 3D après dans les vidéos. Je la mettrai en ligne. Donc au pire vous pourrez la revoir à ce moment-là. On continue. Alors, donc toujours dans quelques bases, on va refaire un point sur les types de continuité des surfaces. On a plusieurs niveaux de continuité, C0, C1, C2, bon, il y en a d'autres après, mais que SolidWorks de toute façon ne gère pas. Où j'ai fait des exemples, donc coïncident en fait, ça correspond à C0 en fait, ça veut dire qu'on a deux surfaces, en l'occurrence ici la rouge et la verte qui sont coïncidentes, elles se touchent, mais il n'y a aucune continuité. Il y a une grosse cassure dessus, on voit clairement que ça c'est une surface droite en fait, et ici une face arrondie. Donc ici on a une cassure, on a juste une coïncidence entre les deux surfaces. Quand on choisit en fait le type de continuité en tangence, ça veut dire que comment expliquer, bon, on a quelque chose de tangent en fait tout simplement. Donc on arrive sur une surface courbe et on continue tout droit en fait sur la surface plane. Donc on n'a pas de cassure en fait comme on a à ce niveau-là. Les derniers types de continuité en fait, c'est la continuité en courbure où ici sur notre spirale en fait on arrive avec un rayon de courbure qui change tout le temps. En fait il est absolument pas constant, il fait sur une spirale. Et on arrive ici sur la surface verte et on continue en fait à tourner, mais cette fois-ci avec un rayon constant. Alors je vais vous montrer ce que ça donne dans SolidWorks. Tac. On va regarder
les différentes possibilités. Hop. Donc on a ici nos trois configs. Donc comme je vous disais en fait, coïncident, ici on a une grosse cassure. Si on vient voir en fait les esquisses, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Il y a une esquisse en fait où c'est une spirale et une esquisse où c'est une simple ligne, hein, tout simplement, qui n'est pas du tout tangente à notre face. Si on regarde en tangence, hop, je sais pas pourquoi il met la masque, toc. On retrouve ici dans notre esquisse une ligne avec une relation tangente avec notre spirale. Et enfin, la dernière, la courbure, ici cette fois-ci, on part sur une esquisse de cercle en fait, qui en l'occurrence a un diamètre équivalent à celui, enfin un rayon équivalent en fait à celui qui est présent ici, et qui est tangent bien sûr. Qu'est-ce que ça va signifier réellement? Il y a des outils en fait qui permettent de vérifier ça visuellement en fait ce que ça donne, qui sont présents dans l'onglet évaluer. C'est notamment les zébrures et l'outil courbure. Comment ça va fonctionner? Je vais repartir en fait sur la version coïncidente avec mes zébrures. Et vous allez voir en fait que ici il va appliquer des zébrures en fait clairement sur la pièce, et au niveau en fait des arêtes, les zébrures en fait vont être cassées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, elles sont pas du tout en face l'une de l'autre, elles coïncident pas. Si je me mets en tangence, on va voir ici qu'on a toujours une cassure en fait sur les zébrures. On voit que celle-ci en fait arrive en travers et celle-là en fait elle repart avec un angle. Mais si on zoome en fait, on voit que très clairement en face d'une zébrure blanche on a une zébrure blanche et en face d'une zébrure noire on a une zébrure noire. Si je me mets maintenant en courbure, ce qu'on va avoir en fait c'est des zébrures qui sont synchronisées, donc l'une en face de l'autre, les blanches en face des blanches, les noires en face des noirs, et cette fois-ci on n'a plus de cassure. Donc qu'est-ce que ça va retourner dans la réalité? C'est tout simplement en fait le reflet qu'on aura sur la pièce sera plus ou moins beau. Sur les voitures en fait, sur les carrosseries de voitures, c'est très important en fait, on a toujours des continuités en courbure pour avoir des reflets corrects quand la voiture passe. C'est un truc tout bête en fait, mais c'est quelque chose de très important. Donc sur SolidWorks, on gère les continuités coïncidentes, courbures et tangentes, on gère pas au-delà. Sur d'autres logiciels beaucoup plus avancés, parce qu'il y a encore d'autres types de continuités, mais qui sont vraiment très compliqués, c'est mathématique. Après, enfin ça va très très loin. Type CATIA, on a des types de continuités encore plus avancés. Second outil qui peut être utile, ça va être ici l'outil qui s'appelle courbure, qui va nous afficher en fait la courbure de la face. Donc quand j'affiche l'outil courbure, il va appliquer en fait une échelle de couleurs en fait sur les faces, où j'aurai les faces en noir, ça va être une courbure de 0, en fait c'est une courbure avec un rayon infini vu que c'est une face plane. Et ici on va voir que sur ma spirale en fait, plus je vais vers l'intérieur, plus on tend vers du clair en fait. Parce que du coup ici on a une courbure qui est beaucoup plus importante. Donc quand je passe ma souris au-dessus, on voit qu'il nous affiche donc à quoi correspond la courbure ainsi que le rayon. Ici je sais que je suis parti sur un rayon en fait qui est égal à 25 mm à peu près, et que ici j'arrive sur un rayon qui est de 65, un peu, ouais, 65, parce que sur la fin en fait on arrive à 65. Où on va voir en fait ce que ça va donner au fur et à mesure de la pièce. Donc tangent en fait on a la même chose, toujours une face noire et une face ici en dégradé, et au final en courbure je vais avoir donc toujours mon dégradé en fait qui arrive jusque là, et arrivé là je reste en fait sur la même couleur parce que j'ai une courbure en fait de 65 mm en continu. J'ai le même rayon partout, et ici on voit que ça descend en fait. Donc ça c'est des outils qui vont être intéressants pour contrôler en fait la qualité de la surface qu'on a générée. Alors, on va passer maintenant aux fonctions. Donc la première fonction que je vais montrer, c'est la fonction combinée qui peut être utile en fait dans beaucoup de cas dans SolidWorks, pas seulement lorsqu'on fait des formes complexes,
Donc la fonction combinée, elle permet tout simplement de réaliser des opérations booléennes de trois types. On a la plus simple, qui est la première, en fait, ici j'ai deux corps qui se croisent, donc soit je peux fusionner les corps, donc les ajouter l'un à l'autre, soit je peux éventuellement les soustraire. Donc ici on voit que j'ai soustrait ce corps-là ici à ce corps-là, donc il m'a fait deux corps avec un trou au milieu, qui correspond au passage en fait du corps au milieu, ou garder que la partie commune entre les deux corps, donc le croisement en fait de ce corps-là et ce corps-là. Moi je voulais garder en fait que la partie où on a les deux corps qui se croisent, et ça nous donne tout simplement ça. Donc ce type de fonction, l'utilité que j'en vois en fait le plus, qui va concerner je pense le plus de monde, c'est lorsqu'on récupère des fichiers STEP, IGES, etc., etc. On a souvent en fait, je vais prendre l'exemple très connu des moteurs SEW, on a très souvent en fait des pièces avec peut-être 20-30 corps en fait à l'intérieur, ce qui peut ne pas être utile parce que souvent il y a, je dis n'importe quoi, l'intérieur du moteur de modéliser, des ailettes, etc., etc., où on peut très simplement en fait venir supprimer les corps qui nous intéressent pas et combiner les autres pour n'avoir qu'un seul volume. Le type d'erreur qu'on va rencontrer le plus souvent en fait avec cette fonction, je vais revenir dans SolidWorks pour vous expliquer combiner. Est-ce que c'est celle-là? Ça c'est ma pièce. Je sais plus si je l'ai. Je crois que je ne l'ai pas. Je vais vous montrer le type d'erreur en fait qu'on va avoir le plus souvent en fait sur ce type de fonction. Je vais faire un simple rectangle. Hop, je vais pas le côté complètement, juste mettre 62 ici, qu'on extrude. Et on va faire deux cercles. Hop. Donc un qui sera tangent en haut mais pas en bas. Donc il fait plus petit en réalité que... alors le premier, non, je vais le faire de la même taille. Donc il fera la même hauteur en fait que le rectangle, et un qui sera tangent simplement en haut. Voilà. On va extruder tout ça. Donc on décoche fusionner un résultat pour avoir des corps différents. Voilà. Donc, quand je vais utiliser la fonction combinée entre mes deux corps ici, donc toutes les fonctions sont dispo dans insertion, fonction, et elles sont toutes ici, toutes celles que je vais montrer. Donc combiner. Si j'essaye de faire un trou en fait dans mon rectangle par rapport à ce corps-là. Alors ici on a effectivement deux faces tangentes, mais ça va passer. Pourquoi? Parce qu'il va détecter en fait qu'il va pouvoir couper en fait mon rectangle en deux corps différents. S'il me propose en fait, attention, ça va couper le corps en deux, est-ce que je garde les deux corps ou est-ce que j'en enlève un? Donc moi je vais garder les deux. Donc si ça a fonctionné, on va avoir tout simplement une cassure. Ici on a une épaisseur de 0 vu qu'on était tangent entre la face et ici cette arête. Donc forcément on génère deux corps. Le type de problème qui arrive le plus souvent sur cette fonction, c'est typiquement ce cas-là. On a une épaisseur en fait de 0 d'un côté, une tangence, et ici en fait on a un volume plein qui va nous empêcher en fait de couper notre rectangle en deux. Donc simplement quand je vais venir ici faire ma fonction combinée et lui dire donc corps principal c'est celui-ci, combiné c'est celui-ci, quand je vais lui dire en fait de me faire l'environnement de matière, il va refuser et il va me dire impossible de créer cette fonction car elle aurait une géométrie d'épaisseur nulle. Effectivement, ici en fait on va se retrouver avec une épaisseur 0, ce qui est viable lorsqu'on peut couper en fait le corps en deux, retrouver en fait avec deux volumes différents, mais ça va pas être possible ici parce que du coup de ce côté-là on peut pas couper le corps. Donc ça c'est typiquement l'erreur en fait qui va arriver, je pense à la limite 98% du temps sur l'utilisation de cette fonction, c'est la géométrie d'épaisseur nulle, et voilà à quoi ça correspond. C'est quelque chose en fait où on peut pas couper le corps en deux et on va se retrouver avec une épaisseur de 0 à ce niveau-là parce qu'on sera tangent.
Donc quand vous avez ce type d'erreur, ce qu'il faut essayer de chercher, c'est les parties tangentes en fait de nos deux corps outils. Ce type d'erreur va principalement arriver en fait sur la fonction soustraire. Sur ajouter, on l'aura également, mais dans un cas un peu différent en fait, c'est quand on aura une géométrie la même en fait, mais inversée. Donc si j'essaye, hop, j'extrude, mauvais sens, hop hop, on va enlever le fusionné. Voilà, si on a ça, j'ai l'impression qu'il n'a pas pris ma tangence par contre. Si c'est bon. Donc ici on se retrouve encore une fois avec un contact en fait qui sera une ligne entre les deux corps. Et si je viens faire combiner pour les ajouter, normalement il va me dire impossible. Parce que du coup il y a une ligne ici et une ligne en fait ça ne correspond pas à quelque chose de volumique. Donc il peut pas fusionner en fait, faire une passerelle entre les deux corps en gros. Donc voilà donc quoi il faut se méfier en fait dans cette fonction. Si vous voulez, je vous mettrai les pièces en téléchargement peut-être dans un billet de blog pour montrer les différents exemples. Je pense que sur celle-là, en l'occurrence, la fonction combinée, elle est relativement simple. Je vais pas trop m'attarder dessus. Hein, on le voit donc ajouter où on a ici plus qu'un seul corps en fait, corps volumique. Il en reste bien qu'un. Si je passe sur soustraire, donc on a ici deux corps avec un trou au milieu qui correspond en fait à la deuxième extrusion, la première, pardon, celle-ci. Et enfin, commun, il vient garder ici la partie au milieu des deux corps. Donc ça est relativement simple, je vais pas trop m'attarder dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai peut-être par contre qu'à la fin de la vidéo. Alors, deuxième fonction qu'on va voir, c'est la fonction enroulement. Alors, la fonction enroulement, elle va servir à projeter une esquisse, que ce soit, typiquement, en fait, souvent c'est sur du texte, hein, mais peu importe la géométrie qu'on va avoir, elle va projeter une esquisse sur une face cylindrique. Il y a trois modes disponibles dans cette fonction. Le mode gaufrer, dégaufrer et tracer, qui correspondent tout simplement à gaufrer, il va extruder en fait l'esquisse sur la face. Dégaufrer, il va enlever la matière, donc il va faire un enlèvement de matière extrudée sur la face. Et tracer, il fera une simple ligne de séparation. Donc voilà comment ça va être géré, voilà l'intérêt en fait qu'on va avoir sur cette fonction par rapport à une extrusion classique. Donc j'ai fait 4 petits exemples. Donc on a le premier, extrusion. Alors le problème de l'extrusion en fait qu'on va avoir ici, c'est une simple esquisse de texte que j'ai vu extruder de mémoire, ça doit être jusqu'à la surface, si je dis pas de bêtises, ou jusqu'au volume. Hop, on va laisser l'éditer. Alors il y a un peu de temps de reconstruction par contre sur cette pièce parce que c'est relativement lourd comme fonction. Donc je l'ai fait partir en fait de cette surface là sur une distance de 5 mm. L'inconvénient en fait de l'extrusion, c'est qu'on va avoir quelque chose qui n'est pas normal à la face. En fait, ici entre les arêtes de la fonction et notre face, on a un angle. On n'a pas quelque chose qui part droit, ce qui fait que si on se met bien en face, voilà, celle-ci. Quand on se met bien en face, on va avoir l'impression que le texte est plat. Par contre, si on se décale ici, on voit en fait qu'il est en volume. Contrairement en fait à la fonction gaufrer, où lui, il va vraiment appliquer le texte sur la face et il va l'extruder en fait de manière à ce que soit à garder en fait la même forme en fait à ce niveau-là. Donc si je viens me mettre ici par-dessus, je vois qu'ici j'ai un rayon qui est concentrique en fait à ma forme. Donc les trois modes de fonctionnement de la fonction, ils sont illustrés ici. Donc on a gaufré en fait où c'est une extrusion, dégaufré où c'est la même chose en fait mais avec un enlèvement de matière, et pour finir tracé où on a une ligne de séparation.
Comment ça va se passer exactement dans notre fonction? Donc il fait tout simplement appel à une face, une esquisse, une profondeur en fait d'extrusion, donc on retrouve en fait les mêmes paramètres qu'une extrusion classique, et une direction d'ouverture. Donc direction d'ouverture, ça sert dans le même cas en fait que dans une extrusion classique, on peut lui dire de partir de manière orienté par rapport au plan d'esquisse. Quand on fait une extrusion, en fait, par défaut, il part normal au plan d'esquisse, donc à 90 degrés. On peut venir lui dire, en fait, de partir dans une direction. Si j'aurais voulu avoir, en quelque sorte, l'effet de l'extrusion, donc avec quelque chose de en biais, mais sur ma face, par exemple, partir ici en travers, j'aurais pu lui spécifier une direction. Et donc les trois modes, donc gaufrer, dégaufrer, tracer, qui sont sélectionnables ici. Petite précision sur cette fonction, elle marche sur des faces cylindriques. Elle ne fonctionne pas en revanche sur des faces toriques. Donc typiquement une face en fait qui est bombée, donc courbe dans deux directions. Ici ça ne va pas fonctionner. On va le laisser finir de reconstruire. Donc oui, on voit ici que bon, les esquisses de texte, il faut pas trop en user dans des assemblages complexes parce que ça génère un temps de reconstruction qui est assez important. Donc ici en fait sur ma surface, le texte est inversé, c'est pas grave. Ici j'ai une surface en fait qui est bombée. Je vais pas pouvoir utiliser en fait la fonction enroulement dessus. Il va me dire en fait que la surface est incorrecte. Ça marche en fait que sur des faces cylindriques. Ici, hop, je peux pas sélectionner en fait parce qu'il me dit que j'ai une face sphérique ou toroïdale et que ces faces ne sont pas prises en charge. D'ailleurs, petite précision, quel que soit le mode, elles ne sont pas prises en charge, que ce soit sur gaufré, dégaufré ou tracé. Donc voilà pour la fonction enroulement. Alors justement la question, il y a une solution pour tracer pour gaufrer sur des surfaces toriques. Actuellement, non, il n'y a pas de solution. Les seules solutions, en fait, ça va être de passer par du surfacique, par exemple. Actuellement, il n'y a pas de méthode qui permette de faire ça. Il y a une demande d'amélioration qui existe. J'ai pas le numéro en tête, mais actuellement, il n'y a pas de solution. Pour les surfaces coniques de mémoire, c'est possible. Il faut que je vérifie, mais je crois qu'il faut faire une petite manip pour y arriver. Il faut que je vérifie, mais il me semble que c'est faisable. Donc fonction suivante, la fonction flexion. Alors la fonction flexion, elle va regrouper plein de modes, il y en a 4 en tout. Et elle va permettre en fait de déformer localement ou de manière générale des corps volumiques ou surfaciques. Alors je précise, la fonction enroulement fonctionne sur des surfaces. Ça fonctionne là-dessus. La fonction flexion, en l'occurrence, fonctionne aussi bien sur du volumique que du surfacique également. Donc les 4 types de déformation qu'on va retrouver, ça va être flexion, torsion, dépouille et traction. Pour aller au plus simple, comme il y en a beaucoup, je vais directement revenir dans SolidWorks. Non, il n'est pas dans les fichiers récents. Donc flexion ouvrière. Donc comment ça fonctionne? Je suis parti en fait d'un corps d'origine comme ça, et on va voir ici les 4 différents modes. Donc c'est une simple extrusion, hein, tout ce qui est de plus bête sur un rectangle. Donc premier mode ici, c'est le mode qui s'appelle flexion. Donc on voit ici qu'il va tordre mon volume par rapport à un système de coordonnées. Alors je précise que le système de coordonnées, je n'en ai pas mis en fait sur les suivants, est facultatif. C'est juste que c'est mieux d'en mettre un parce qu'au moins c'est beaucoup plus simple à positionner. Donc comment ça va fonctionner? J'ai sélectionné mon corps, j'ai spécifié le mode flexion. Alors, arête rigide, je montrerai sur les autres à quoi ça correspond. Je vais pas montrer sur celui-là parce que ça va pas être très clair, je pense. Et j'ai spécifié, alors les deux cases sont liées, hein, c'est soit un angle, soit un rayon. Si je modifie ici mon angle, on voit en fait que mon rayon évolue au fur et à mesure. Donc les deux sont liés en fait. Donc je lui ai dit d'appliquer ici un angle de 30 degrés
Alors vous allez me dire par rapport à quoi 30 degrés? Bah, tout simplement par rapport au plan d'ajustement. Alors il les a sélectionnés tout seul. Normalement il y a deux lignes de séparation, ici en l'occurrence et ici, où ce sera en gros la forme neutre de la pièce qui va venir essayer de déformer. Donc on a, si je recommence, ce sera peut-être plus clair, on va la mettre en état de suppression, hop, fonction, flexion, donc mon corps c'est celui-ci, et comme je vous dis en fait, il va essayer d'appliquer 30 degrés entre les deux faces ici. Alors de base il les a sélectionnés aux extrémités en fait de mon profil. Je peux venir lui dire soit de les décaler manuellement, donc avec notre entité là, soit de les positionner en fait sur une géométrie. C'est pour ça que j'ai fait une ligne de séparation dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le système de coordonnées par rapport auquel il se base, c'est par défaut le centre en fait du volume. Ici, on voit que j'ai un système de coordonnées, donc le petit trièdre coloré qui est là, que je peux repositionner. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est plus simple de créer un système de coordonnées avant, parce que du coup, en fait, il le positionne tout seul et il va venir me mettre un angle en se basant en fait, donc ça c'est le point fixe, en se basant en fait là-dessus. Donc un peu dans l'autre sens, plutôt. Alors l'aperçu plante, c'est normal, je l'ai pas mis correctement. Comment ça s'appelle, l'axe en fait autour duquel il vient tourner, c'est l'axe X, tout simplement. Donc voilà comment ça fonctionne. Après on a une option en fait, je vais retourner sur l'autre, qui permet de jouer plus ou moins sur la forme, sur la déformation. C'est pas super visible sur cette pièce là en l'occurrence, mais on peut avoir quelque chose de plus ou moins précis en fait. En gros ça va déterminer la qualité en gros de la déformation, la continuité en courbure en fait ici. Normalement on est censé avoir une courbure continue sur la flexion, donc plus on a ce curseur là sur la droite en fait, plus il va faire de points en fait pour déterminer en chaque point en fait de quelle valeur il faut déplacer le volume. Plus on est sur la gauche, plus on va avoir quelque chose en gros de facettisé et de moins précis. Donc en gros, ça correspond en fait au respect de cette valeur-là, de ce rayon. Donc ça, c'était pour la partie flexion. La partie torsion, ça va être la même chose en fait, mais suivant un angle dans la longueur. Donc en gros, ici j'ai toujours mes deux plans et il va essayer de faire pivoter en fait ces deux plans d'un certain angle. Donc ici, si je viens diminuer pour revenir en fait à 0, mon corps à la base était comme ceci. Si je mets 45 degrés, en fait, il va me tordre ma section à 45 degrés. Donc on a toujours en fait ce même système de plan de référencement, de positionnement en fait, où à partir du premier plan en fait, donc toute cette partie-là ne bouge pas. Entre ce plan-là et ce plan-là, j'ai l'angle en fait que j'ai appliqué, et à partir de là, je garde ma section de base. Alors, je vais pouvoir parler de arête rigide sur celui-là, il me semble, ça se voit assez bien. Arête rigide, en fait, quand c'est coché, je vais avoir ici une cassure à ce niveau-là. En gros, j'arrive en fait avec un angle et je repars, tac, directement. Si j'ai, en quelque sorte, c'est ce que c'était une continuité, ça doit être une tangence dans ce cas-là. Si je décoche ici arête rigide, j'ai pas d'arête et il va me déformer en fait très légèrement la face de manière en fait à avoir quelque chose de continu, de quelque chose de lisse, pour ne pas récupérer d'arête. Alors bien sûr j'ai toujours une ligne de séparation ici, une arête, c'est celle que j'avais fait à la base, donc c'est normal qu'elle reste. Mode suivant, c'est le mode dépouille où donc toujours pareil avec ce système en fait de plan de contrôle, il va venir transformer mon volume le long de manière à lui appliquer une échelle de ce côté-là et l'échelle 1 à l'origine. Donc ici je vois, enfin vous voyez, j'ai positionné mon centre, mon triade en fait à la main. Je suis pas passé par un triade, donc il faut jouer en fait sur les positions. Ici je l'ai mis à l'origine. Donc ici à l'origine du trièdre, on a une déformation de 0, ça tombe bien, c'est sur le plan en fait 1. Et ici,
à ce niveau-là, jusqu'au plan 2, on a une déformation en fait où il vient faire une échelle de 0,5. Donc il vient diminuer en fait progressivement ma face jusqu'à arriver en fait ici. En gros, on peut plus ou moins comparer ça à un lissage où on prend un profil d'origine, une section d'origine qui est à l'échelle 1, une section en fait d'origine sur laquelle on vient appliquer une échelle en fait de 0,5, donc 2 fois plus petite, et il vient réaliser une sorte de lissage entre les deux pour arriver en fait à raccorder les deux sections, mais tout en gardant le corps d'origine. En fait, il se base sur le corps d'origine pour créer les sections. Et dernier mode disponible, c'est traction. Alors forcément, sur une barre, en fait, là, ça fait que l'allonger. Il va tout simplement allonger en fait le volume. Ça revient, si je prends un exemple parlant en fait dans l'esquisse, c'est prolonger les entités ou déplacer en fait qu'une partie. Si j'ai un rectangle en fait dans une esquisse, je peux déplacer en fait une des lignes, il va me prolonger en fait les deux lignes perpendiculaires à celle-ci. Ça revient à peu près à ça, où tout simplement on lui dit on a un plan d'origine, toujours un plan d'ajustement 2 qui est le plan d'origine, et on vient déplacer en fait ce plan de la valeur voulue. Donc là tout simplement en fait ma barre qui faisait je ne sais plus combien de long à la base, il me l'a prolongé en fait de 100 mm. La valeur en fait spécifiée ici tout simplement. Et toujours donc dans chaque mode en fait on a la précision de la flexion en fait qui reste disponible, sachant que plus on va sur la droite, plus c'est long à calculer bien sûr. Donc voilà pour la fonction flexion. On va maintenant passer à la fonction déformée qui est celle-ci beaucoup moins connue on va dire, qui permet un peu comme la fonction flexion de déformer des corps volumiques ou surfaciques, mais cette fois-ci de manière locale. Donc on a 3 types de déformations possibles. La déformation suivant un point qui va ressembler à ce que peut donner la fonction dôme par exemple. On va dessiner, enfin spécifier un point sur une face et lui dire qu'on décale en fait, enfin on vient appuyer via ce point sur la face d'une certaine valeur, ce qui va déformer le volume. Le deuxième mode, c'est le mode courbe, où on va lui spécifier une courbe d'origine et une courbe finale. Il va essayer de faire coïncider la courbe d'origine sur la courbe finale en fait en déformant notre volume ou nos faces en fait tout simplement. Et le mode de déformation corps, où on va avoir un corps outil qui va venir appuyer en fait sur notre volume et le déformer un peu comme si on avait un embouti. Ça ressemble plus ou moins aux outils d'emboutissage en tôlerie, mais autant l'outil d'emboutissage, lui, en fait, il va respecter géométriquement la forme en fait de l'outil. La fonction déformée va approximer en fait cette forme. Donc dans SolidWorks, premier mode qu'on va voir, c'est le mode point. Donc déformer point. Donc voilà ce que va donner notre forme. Alors je sais pas si vous voyez bien. Une petite astuce également en fait pour gérer, pour voir un peu comment notre volume en fait, notre face se déforme. On peut passer éventuellement par le Real View, qui donne en fait des reflets qui sont un peu plus explicites que le mode sans reflet, ou éventuellement passer par l'onglet ici des apparences. Apparences. Vous avez une texture à damier qui permet en fait de réellement visualiser la forme de manière précise en fait. Vraiment apprécier comment, la forme qu'on a réalisée. Donc notre fonction déformée, comment elle va marcher? Elle va demander tout simplement un point et une face. Je vais la chercher. Déformer. Donc je vais prendre le mode point. Donc le point de déformation ici, ce sera mon esquisse. Donc on voit déjà en fait qu'il m'a un aperçu.
On peut lui spécifier une direction, donc là en l'occurrence par défaut c'est normal à la face, donc moi ça me plaît comme ça, je vais la garder. On peut venir préciser alors soit un vecteur, donc ça peut être une ligne d'esquisse, un axe, peu importe, ou éventuellement un plan, où dans ce cas-là il va tout simplement partir de manière normale à ce plan. Il va demander une valeur de laquelle on va déformer la pièce, donc ici 10 mm. Si je mets 5, on voit en fait qu'il me fait une bosse mais plus petite. Si je mets 15, je sais que entre le point ici et le sommet ici de la face, j'aurai 15 mm. Et une région à déformer. Donc ici, on a en quelque sorte un diamètre. Enfin, c'est clairement un diamètre. C'est plutôt même un rayon en fait autour du point sur lequel on va avoir la déformation. Donc ici, si je l'augmente, hop, on va se mettre comme ça, il va venir élargir de plus en plus en fait la déformation. On peut, dans le cas du multicorps, spécifier en fait bien sûr quel corps on veut déformer, ou éventuellement spécifier une région. Alors la région, elle va être utile si on a des impératifs, par exemple. Moi, je veux pas qu'il me déforme cette face, parce que du coup, quand il déforme en fait une face, on peut lui dire, bah tiens, tu peux agir en fait sur telle et telle face pour arriver à la forme finale, et tu peux verrouiller en fait certaines faces. Donc si je veux pas du tout qu'il me déforme la face du bas, je peux venir lui dire celle-là est verrouillée et tu n'as pas le droit d'y toucher. Face supplémentaire, c'est en plus des faces qu'il détecte lui-même, donc je peux lui dire ici, tu as le droit de jouer sur ma face cylindrique ici. On peut très bien venir lui dire, bah on peut en quelque sorte jouer en fait sur la taille de ce diamètre, on peut le transformer en spline, on peut en faire un peu ce qu'on veut. En l'occurrence, sur un modèle simple tel que celui-là, ça fonctionne très bien avec juste ça. Et pour les options de forme, on peut venir jouer en fait, lui donner plus ou moins de possibilités en fait. Jouer ici sur une forme plus pointue où on va arriver sur une forme en fait où on aura quelque chose de plus doux en fait en termes de transition à quelque chose où on aura des transitions en fait très fortes, mais dès le départ. Et on va arriver sur quelque chose en fait de doux sur le centre. Avec une petite réglette en fait sur laquelle on peut jouer. Alors je crois que ça se voit plus sur celle-là par exemple. Ouais, pas trop en l'occurrence. Ça va être la précision de la forme comme pour les fonctions flexion. Sauf que dans la fonction déformée, notamment en fait sur courbe à courbe et pression de surface, on arrive en fait à jouer plus ou moins sur la précision en fait, sur la géométrie qui est retournée. Donc voilà pour la fonction déformée via un point. Les autres modes de la fonction déformée, donc on a déformé courbe. Hop, on va prendre celui-là déjà. Non, on va plutôt prendre l'autre. Il y a deux modes, enfin il y a deux types de fonctionnement possibles en fait sur la fonction déformée. Où ici on va faire une genre de poignée en fait. Où on va venir lui dire de déformer notre forme d'origine pour arriver ici sur cette spline en fait qui est tout simplement ondulée. Comment ça va fonctionner? Alors, il nous faut impérativement, ça c'est un prérequis, une courbe de base. En l'occurrence, ça va être pour notre cas cette arête-là, qu'on va venir lui dire de déformer de manière à ce qu'elle colle ici à notre spline. Petite précision sur cette pièce-là, j'ai dû utiliser les faces fixes que j'ai montrées tout à l'heure, en l'occurrence celle-ci. Je lui ai spécifié en fait qu'il n'avait pas le droit de déformer en fait ces parties-là. Par contre, on a une limitation, on ne peut pas faire arriver ici la courbe d'origine et la courbe en fait déformée directement sur une face fixe. Il ne veut pas en fait, parce qu'il a besoin en fait de jouer un petit peu sur un petit espace en fait de déformation. Donc c'est pour ça qu'il y a une ligne de séparation à ce niveau-là pour lui laisser en fait un peu d'espace libre. Donc comment ça va se comporter exactement? Donc on retourne chercher notre fonction déformée, donc je vais prendre courbe à courbe. Alors tout de suite on a beaucoup plus d'options en fait que dans le mode point. On a ici un champ avec les courbes initiales, un champ avec les courbes cibles où on va lui dire eh ben moi ma courbe initiale en fait c'est celle-ci. Ma courbe cible
c'est ma spline, et on voit déjà en fait qu'il commence à essayer de déformer légèrement ma surface pour essayer de la faire correspondre. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas terrible pour l'instant, hein, il fait un peu n'importe quoi, c'est normal. On n'a rien réglé. Donc comme je vous disais, en fait, il va essayer de jouer sur la totalité du corps. Donc c'est pour ça que j'ai dû ici spécifier des faces fixes pour pas qu'il me touche en fait à cette partie-là. Donc on va verrouiller ici nos faces auxquelles on veut pas qu'il touche. Donc en l'occurrence celle-ci. Toc toc. Et il va avoir le droit de déformer toute cette partie-là. Donc les faces supplémentaires, on peut les spécifier ou non, ça n'a pas d'importance en fait. Il va jouer tout seul. Donc on a déjà quelque chose d'un peu mieux, au moins on a préservé en fait la partie fixe en fait où on voulait pas apporter de modification. Et ensuite sur les options de forme, alors on a quelque chose de relativement similaire en fait à déformation point. On retrouve en fait les trois petites icônes où on a les types de déformation. Où on a en fait quelque chose de doux en fait qui est continu tout le long, ou quelque chose qui est doux au début et avec une grosse déformation dès qu'on se rapproche de la courbe, ou l'inverse en fait, une déformation relativement douce aux abords de la courbe et très raide en fait dès qu'on s'en éloigne. Et on a ici une petite réglette qui va nous permettre de respecter plus ou moins en fait la forme de la courbe. Donc ici c'est clairement très parlant en fait. Si je viens jouer sur la réglette, alors j'espère que vous voyez bien. Ici on est relativement proche en fait de la forme appliquée par la spline, alors que si je mets une précision relativement basse, en fait il fait n'importe quoi, il essaye de faire une moyenne en fait de la spline, et on a quelque chose au final qui se déforme pas du tout comme on veut. Donc ici, il faut rester sur une déformation relativement précise en fait, où on va avoir quelque chose en fait, il autorise en gros à la forme de base de bouger plus ou moins. À noter aussi qu'on peut jouer dans ce mode-là en fait sur le volume final qu'ils ont appelé masse en fait de la forme, pour déterminer notamment par ici si je vais avoir quelque chose en fait de relativement creux. Donc pareil en fait ça va un peu de pair, c'est influencé grandement déjà par ces formes-là dans un premier temps, puis par cette réglette ici où on va jouer en fait sur la quantité de matière qu'il va rajouter. Donc ici, si je me mets au milieu, en fait, je vois que j'ai quelque chose qui est relativement peu déformé en fait à ce niveau-là et qui se déforme vers le milieu. Si je reviens ici sur quelque chose de très léger, il va essayer de maintenir le plus longtemps en fait la forme pour arriver sur quelque chose de pointu au milieu. Et si je me mets de l'autre côté, il va déformer très tôt en fait, de manière à prendre le plus de volume possible ma forme. Donc voilà en fait comment va fonctionner la fonction déformée avec les courbes. Alors cette partie-là, je l'aborde pas parce que je vais la montrer juste après. Oui, je suis annulé, mais de toute façon elle était présente ici, c'est pas très grave. Je vais en parler juste après parce que du coup il y a un second mode qui est intéressant en fait dans cette fonction. Ça va ressembler à peu près à une fonction lissage, où je vais pouvoir lui dire de me déformer en fait ce corps-là en faisant une sorte de lissage en fait jusqu'à celui-ci. Donc de base en fait j'ai ça et je peux arriver ici à un corps fusionné sur celui-ci. Non d'ailleurs de corps volumique parce que je l'ai pas fusionné après. Mais il vient déformer complètement en fait ce corps-là de manière à l'adapter à celui-ci. Donc comment ça va fonctionner dans cette partie-là, on n'a pas besoin d'esquisse, on va avoir des courbes cibles, ça va être tout simplement ici le contour de ma face. Sélectionner la tangence, hop, et la dernière ici. Courbe cible, ça va être le contour ici de cette face, ainsi que cette ligne-là. Et ici, on va pouvoir jouer en fait sur des connecteurs pour positionner, ça ressemble vraiment beaucoup à un lissage en fait, pour positionner la forme. J'en profite également pour parler ici de la partie arrête fixe. Arrête fixe en fait, hein, ça veut dire que à ce niveau-là, il va garder la géométrie exacte. Si je décoche en fait arrête fixe, il va me laisser en fait déformer plus en amont la forme. Donc hop, on spécifie une face fixe. Ici, il me permet en fait de déformer complètement cette partie-là.
Et donc comme tout à l'heure, en fait, j'ai des options pour jouer plus ou moins sur la forme en fait que je veux obtenir, et surtout ces options-là qui vont permettre de déterminer comment on arrive sur cette phase. Donc si par exemple je choisis tangence de la courbe, alors ouais, par contre il faut que je fasse stock comme ça, phase supplémentaire. Hop. Il va essayer en fait de me garder quelque chose d'ailleurs en fait je pense qu'il faudrait plutôt que je les mette là en fait ces faces là. Le plus doux possible, oui voilà, c'est plutôt comme ça en fait. Hop, hop, hop. Et il va essayer en fait de me garder quelque chose. Alors bon, ça peut, il faut jouer un peu sur les options. Je sais plus exactement ce que j'avais mis dans l'autre, mais en gros, il va essayer de garder quelque chose de continu, soit en courbure, soit en tangence, soit avec une cassure en fait, suivant les options qu'on a mis ici. Donc il va jouer là-dessus. Et donc si je retourne dans ma fonction d'origine, hop, bon, ça prend un peu de temps de reconstruction. Toutes ces fonctions-là, il faut éviter, le plus possible de les utiliser dans des assemblages complexes, bien sûr. Ça a plus vocation à faire de la pièce unitaire. Donc ici, en fait, on voit qu'il a bien prolongé en gardant ici la courbure en fait des faces. Donc voilà comment ça va, ça va jouer cette fonction. Alors j'accélère un peu parce qu'on n'est pas trop en avance. Et dernière déformation, la déformation via un corps. Toc toc toc. Déformer, déformer, déformer. Ah. Voilà, c'est celle-là. Donc j'ai fait une petite équerre en fait où pour réaliser la partie à ce niveau-là, le renfoncement via des fonctions classiques, ça va être plutôt galère. Il va falloir chipoter un peu, falloir faire beaucoup de profils, de courbes guides, etc., etc. Alors qu'avec la fonction déformer, en fait, ça va être relativement simple. Je vais tout simplement dessiner ici le volume avec lequel je vais venir appuyer sur la face, comme si c'était une sorte d'outil d'emboutissage. J'ai fait une esquisse en fait qui va donner la direction dans laquelle on va appuyer sur la pièce. Et dans ma fonction ici, déformer, je vais dire pression de surface. Donc ici, direction de pression, je vais venir sélectionner ma ligne, donc il va venir appuyer comme ça. Région déformée, donc on va sélectionner ce corps-là parce qu'on en a deux. Je vais lui dire de déformer ici les faces internes et externes de mon équerre. Et je vais lui dire de venir déformer suivant un corps spécifié. Donc il y a des choix qui sont présélectionnés qu'on peut utiliser. En l'occurrence, moi, je veux pouvoir avoir le contrôle total dessus, donc je veux savoir exactement ce qui va être déformé, ce qui va venir déformer la pièce, et je vais lui dire de déformer comme ceci. Donc il vient appuyer à ce niveau-là. On a toujours, comme tout à l'heure, en fait, on peut jouer plus ou moins sur la taille de la région déformée. En l'occurrence, il faut en mettre une pas trop grande à ce niveau-là. Et jouer toujours sur les outils de forme, enfin les options de forme avec la précision. Et ici, hop. Alors je suis pas sûr des paramètres que j'ai mis, mais qu'est-ce qu'il m'a donné? On a quelque chose de relativement peu déformé en fait. Bon, elle est pas super bien déformée. Je sais plus ce que j'ai mis ici. Toc. On va retourner voir. J'avais mis voilà quelque chose de vraiment très faible en fait. Il me semblait que c'était ça. Sinon en fait il me déforme ça sur une largeur trop importante et on commence à atteindre en fait les perçages ici et ceux-là en fait je veux pas qu'ils bougent. Donc à la limite ce qu'on peut même préciser, non c'est pas faisable dans ce mode là, mais les perçages ici peuvent bouger en fait, ça c'est l'inconvénient. Donc limite en fait ce qu'il aurait fallu faire, c'est une ligne de séparation tout autour pour venir dire que je déforme en fait que vraiment très localement sur ces faces là.
Donc voilà le dernier mode de la fonction déformée. Hop. Pour finir sur la dernière fonction, on va passer à la forme libre. Alors la forme libre, celle-là, elle est vraiment très particulière en fait, où c'est une fonction qui va nous permettre de complètement déformer une face de manière vraiment totalement libre en fait. Suivant des points qu'on va spécifier nous-mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose, enfin comme son nom l'indique, forme libre, c'est vraiment rien n'est contraint en quelque sorte dessus. C'est vraiment purement, on peut comparer ça en quelque sorte à de la pâte à modeler en fait. Donc on va aller chercher cette pièce là, toc toc toc. Forme libre, hop, ouvrir. Donc la forme libre, voilà comment elle va fonctionner. Hop. Forme libre, hop, je sélectionne la face que je veux déformer, donc déjà en fait il me met une sorte de quadrillage dessus et des continuités en fait sur les arêtes. Donc ici on va garder continuité, contact, on va mettre par exemple tangente, ici on va mettre de la courbure, et ici contact. Donc c'est tout simplement en fait la manière dont la courbe va être préservée en fait à ce niveau-là. Donc type de contrôle, on va laisser par point. Donc ajouter des courbes. Les courbes, à quoi ça va servir? Ça va servir en fait à déplacer la face suivant en fait ces courbes justement. Donc on peut les orienter de deux manières différentes, hein, toujours suivant le quadrillage par contre. Quadrillage qui par contre peut être orienté lui via cette option-là, le système de coordonnées naturel, c'est celui de la pièce défini par l'utilisateur. En fait, il va nous permettre de venir orienter de manière différente en fait notre quadrillage. On va repasser sur naturel. Donc je vais ajouter deux courbes, une comme ça et une comme ça. Donc pour passer d'une courbe à l'autre, c'est la touche tabulation. Une fois que j'ai fini de les ajouter, hop, échappe, je vais pouvoir ajouter des points en fait qui vont me servir à déplacer la courbe. Donc automatiquement, il sélectionne un point en fait sur chaque croisement de courbe et je peux venir en rajouter ici aléatoirement le long des courbes. Et ces points-là, en fait, donc un petit coup d'échappe pour le lâcher, quand je vais cliquer dessus, il va m'afficher un petit trièdre qui va me permettre en fait de déplacer la position du point. Donc par exemple ce point là en fait si je veux le remonter allez on va mettre 10 mm, je peux déplacer le trièdre donc suivant le Z. Non c'est l'axe vert donc c'est celui-ci. Il correspond pas forcément en fait à oui parce que je suis sur le système de coordonnées de la courbe en fait. Donc je peux le déplacer ici de 10 mm vers le haut et 0 dans les autres directions. Et il va me permettre en fait de choisir totalement librement en fait comment je veux gérer ma surface. Donc ici, si ce point-là, je veux le déplacer par ici, il suffit de regarder, c'est l'axe, j'ai du mal à voir, c'est l'axe rouge. Donc je vais correspondre à l'axe rouge, je le déplace de 5 mm vers la droite et il vient me déformer la surface en fait en conséquence. Pour faire ça, il essaye de respecter au maximum il respecte en fait ce qu'on lui a défini à la base. Donc les continuités ici, d'une part en tangence, donc ici on a quelque chose de tangent. Ici on a quelque chose en fait qui est continu en courbure le long de cette arête. Si on regarde en fait, on passe d'un rayon 0 et puis ensuite on arrive en fait sur un rayon qui devient doux. Et si on vient déformé proche par exemple des faces ici où c'est spécifié sur contact. On va faire une déformation relativement importante histoire de bien le voir. Pas trop quand même parce que du coup dans ce sens là je peux pas passer de l'autre côté. On a quelque chose qui n'est pas continu du tout en fait. Donc voilà comment va fonctionner notre outil forme libre. C'est quelque chose de totalement, c'est vraiment du freeform en fait. On peut modeler à sa guise un corps volumique ou surfacique suivant aucun paramètre en fait, sauf ceux qu'on rentre ici, mais c'est tout à fait indicatif. C'est vraiment pas des géométries analytiques telles que des cercles, des rectangles, des angles précis, etc., etc. C'est vraiment très souple en fait comme fonction.
Donc voilà pour la fonction forme libre. Je vous laisserai, je pense, je vous mettrai en téléchargement les pièces, peut-être pas sur celle-là parce qu'elle est relativement simple, mais le mieux en fait c'est d'essayer vous-même en fait de voir comment celle-ci peut réagir. Dernier petit point sur les configurations conseillées en fait pour cette utilisation de SolidWorks, donc avec des formes complexes et beaucoup de volumiques surfaciques. Alors la configuration sur laquelle j'étais, c'est une configuration portable. Donc c'est un PC portable avec un quad-core à 2,8 GHz, 8 Go de RAM et une Quadro K2000. Donc c'est quelque chose qui tourne relativement bien. Ce qu'on conseille, alors les configs conseillés et haut de gamme en fait c'est sur du fixe. Hein. De toute façon, dès qu'on veut vraiment en fait avoir quelque chose de fluide dans SolidWorks, il faut passer sur du fixe. En fait, on n'a pas le choix. Il y a quand même un assez gros gap entre la fluidité d'un portable et la fluidité en fait d'un PC fixe. Très important, le processeur en fait avec la plus grosse fréquence possible, 3.6, c'est actuellement ce qui marche relativement bien aujourd'hui. Ça fait c'est on va dire pas l'entrée de gamme parce que ça correspond pas à ça point de vue gamme processeur, mais disons que c'est le strict minimum en fait sur SolidWorks pour avoir quelque chose de vraiment fluide. En l'occurrence, là, sur ce type d'utilisation, pas la peine d'aller prendre des processeurs avec 12 cœurs, 24 cœurs, peu importe, enfin des biprocesseurs, etc., parce que ça servira pas à grand chose. Ce sera du multithread, enfin du monothread justement en fait à ce niveau-là sur la conception. En termes de quantité de RAM, je conseillerais en fait de rester sur du giga, c'est suffisant en fait pour faire de la modélisation. Une carte graphique, donc pareil, basique en fait, Quadro K2000, c'est la carte graphique on va dire standard pour une utilisation propre de SolidWorks. Et un disque dur, en l'occurrence là sur celle-ci, c'est du SATA à 7200 tours. C'est pareil, on va dire le standard. Sur la config haut de gamme, j'ai laissé le même processeur parce que du coup, je pense que c'est difficilement sacrifiable. C'est vraiment le nerf en fait de la guerre en ce qui concerne la performance actuellement sur SolidWorks. Donc j'ai laissé le même processeur, c'est celui de la config conseillée qui est un peu boosté, mais pour avoir quelque chose de vraiment fluide. Pour la RAM, on est passé à 16 Go, c'est principalement si on a besoin en fait de faire beaucoup d'import-export de données tels que STEP, IGES, ouvrir des fichiers en fait CATIA par exemple. C'est quelque chose qui va être relativement gourmand en RAM, donc si on en a souvent à faire, ça peut être utile. Une Quadro K2000 qui est un peu plus costaud en fait que la Quadro 2000, qui permet de gérer des pièces avec énormément de corps ou des assemblages un peu plus complexes. Et pour finir, un disque dur SSD qui permet d'avoir un confort d'utilisation relativement, pareil, pas négligeable en fait. Ok, bah s'il vous reste des questions. Alors il y a une question des déformations pour faire des bagues à partir d'une extrusion dans la largeur, pas de souci, mais ça ne passe jamais donc quand je fais dans la longueur ensuite. En termes de conseils en fait, je saurais pas trop quoi donner parce que c'est vraiment très 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 dépendant en fait de la géométrie. Donc les raisons pour lesquelles ça ne passe pas, sans voir en fait la forme exacte de la bague, en fait c'est faire deux déformations de suite, c'est ça, et c'est bien via la fonction de déformer, pas flexion ou autre. Ok. Ça peut être en fait, comme je le disais au début, une question en fait de géométrie qui passe pas. Ça donne des géométries relativement complexes. Il y a beaucoup de calculs à faire, c'est relativement lourd à faire. Donc éventuellement peut-être passer par deux déformations successives sur deux corps en fait différents. Puis peut-être une fonction combinée entre les deux en gardant la partie commune. Je saurais pas dire en fait. J'ai des idées qui me viennent
pour contourner en fait un problème de déformation, mais sans voir la géométrie, c'est un peu compliqué. À la limite, si vous pouvez, par exemple, si c'est possible, poster sur le forum du guide 3D un petit exemple, on pourra voir ça. Ouais, voilà, difficile d'exprimer sans image, c'est exactement ça en fait. À la limite, poster une petite question sur le forum du guide 3D, on pourra en discuter à ce niveau-là. Je pense que ce sera plus simple en fait. Donc j'attends encore juste quelques minutes, s'il reste une ou deux questions. Donc oui, je mettrai la vidéo sur le guide 3D, il n'y a pas de souci. Je l'ai enregistré de toute façon. Ok, bah, a priori il n'y a pas trop d'autres questions. Je pense que je ferai un billet de blog en fait pour mettre les différentes pièces si vous voulez avoir quelques bases sur le type d'utilisation possible en fait des fonctions. Je mettrai les pièces en fait que j'ai utilisées là avec les exemples. Je ferai un billet de blog, là-dessus, je pense, en même temps que je mettrai la vidéo en ligne. Ok, eh ben écoutez, je vous souhaitais à tous un bon appétit. Et effectivement, bah, le plus d'autres applications pour toutes ces fonctions, c'est autant les trois premières, je vois beaucoup d'applications possibles en fait, notamment par exemple pour tout ce qui est la fonction flexion, en fait, tout ce qui est construction soudée, ça arrive en fait d'avoir des profils qui soient variés. Après, effectivement, déformé et forme libre, je suis d'accord que les domaines d'application sont plus restreints, effectivement. Ok, eh ben écoutez, je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne fin de semaine et un bon week-end. Au revoir à tous.